La maison du pastoralisme, au-delà de son espace scénographique et de sa mission de vitrine et d'explication des enjeux liés à cette activité à destination du grand public, elle se veut aussi un outil de développement pour le territoire, d'accompagnement pour les éleveurs de nos vallées. De ne pas en faire un cliché d'une activité ancienne. Le pastoralisme, par définition, c'est l'élevage extensif, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. C'est qu'on n'est pas sur de la production industrielle, on n'est pas sur des volumes très importants, et voilà, on s'adapte justement aux 4 saisons, à ce changement de température, et à ce changement des climats, à ce changement aussi de relief, puisque en été on est sur les pentes hautes de la montagne, et l'hiver on est sur les fonds de vallée. La montagne elle impose des contraintes, les contraintes de relief, les contraintes des climats. C'est sûr que voilà, par rapport à d'autres secteurs, la montagne impose son rythme, et l'activité suit ce rythme, on va dire. Donc on n'est pas sur de la production de masse, on n'est pas sur de la production où la notion de rentabilité est développée à son maximum. On tire un profit optimum, on va dire, de la montagne, mais on ne peut pas rivaliser avec d'autres secteurs où c'est de la production de masse, où c'est de l'intensification, où c'est même par rapport au tertiaire, on développe, on avance très vite. Nous on ne peut pas ici, ça c'est sûr. Deux grandes missions. Une mission de tourisme culturel, par exemple le projet Patrim, le premier réseau de centres d'interprétation touristique sur l'espace pyrénéen. Voilà, c'est un projet de coopération transfrontalière avec nos amis espagnols, aragonais et catalans, qui participent à la promotion d'espaces un peu intimistes comme la Maison du Pastoralisme ou d'autres lieux de découverte du territoire et du patrimoine. Une deuxième entrée, plus on va dire d'accompagnement des éleveurs, une gestion de l'espace, par exemple, une gestion durable des estives à travers des formations. On explique comment échanger un petit peu ou faire évoluer les pratiques de nos éleveurs. Et puis se préoccuper davantage du bien-être animal avec une entrée économique pour valoriser au maximum on va dire les produits issus de cette activité pastorale. Donc voilà un petit peu la raison d'avoir une maison du pastoralisme à Azette, qui est encore un village à connotation pastorale forte. En preuve année, on a 15 éleveurs sur le village qui vivent que de cette activité, et on essaie de pérenniser, de faire évoluer ces pratiques en les accompagnant au quotidien. Aussi pour aider ces agriculteurs à se développer, parce que je pense qu'ici à Azette, rien que de l'agriculture traditionnelle, c'est très difficile à vivre, quoi. Donc il faut développer un peu d'agrotourisme à côté pour rentabiliser un peu plus l'exploitation, quoi. Sur le village, il y en a une quinzaine, et sur toute la vallée, ça doit représenter une cinquantaine d'éleveurs, donc ça reste encore présent, on va dire, heureusement, pour l'entretien de nos espaces, et puis pour une activité économique et sociale de nos vallées. On va dire qu'après le tourisme, c'est le pastoralisme qui intervient sur l'économie de nos montagnes et participe fortement au lien social, pour garder des habitants, des familles dans nos petits villages et continuer un peu à perpétuer une tradition tout en la faisant évoluer de manière moderne.
Nous avons monté un site internet pour du e-commerce, c'est-à-dire pour la viande, puisque nous, c'est beaucoup d'élevage. L'élevage de bovins viande ou bovins viande. Il y a très peu de production laitière, il n'y a quasiment pas de culture. Ceux qui se servent, c'est ce qu'on voit autour de nous, tous ces paysages, toutes ces estives, toute cette herbe qu'on coupe l'été en bas de vallée et qu'on se sert des pâturages d'altitude pour nourrir les troupeaux l'été. Voilà comment on fonctionne. On va dire qu'on fonctionne par saison. L'hiver, on les nourrit avec le foin qui a été coupé l'été. Au printemps, on les sort sur les prés à côté des villages et à côté des granges foraines. Et puis l'été, c'est la transhumance vers les estives pour au premier froid, la redescente vers les villages et pour passer un hiver au chaud. Donc, comme on peut le voir à travers l'espace scénographique, on donne une petite image du berger sympathique, qu'est-ce qu'il représente, sa symbolique et qu'est-ce qu'il est aujourd'hui. Ensuite, on intervient sur un sujet un peu plus technique, sur la production en montagne et qu'est-ce que c'est exactement le pastoralisme, quels sont les enjeux économiques, sociaux, environnementaux liés à cette activité. Ensuite, on est au Belvédère. Belvédère, où on a un super point de vue pour comprendre l'impact de cette activité sur l'architecture paysagère. Les 3 étages du système pastoral, fond de vallée, étage intermédiaire avec l'embroussaillement et la forêt, et au-dessus les estives. Ensuite, en redescendant de ce belvédère, on trouve un espace qui parle du pastoralisme dans le monde. Il n'y a pas que du pastoralisme en France, il y en a ailleurs. La grosse zone pastorale du monde, c'est l'Afrique, donc on fait un gros plan sur le Mali. Et puis pour terminer, on explique comment légiférer, animer aujourd'hui l'espace montagne. Il faut savoir qu'il y a une loi pastorale qui a été créée en 1972, qui est toujours d'actualité et qui permet justement de légiférer les estives, l'espace montagne, et d'obéir, on va dire, à certaines lois, puisqu'on ne fait pas ce qu'on veut en montagne. C'est les animaux, bien qu'ils soient en liberté, il y a certaines règles qui les régissent, quoi. Ce sont les groupements pastoraux qui ont été créés, les associations foncières pastorales, pour la gestion de l'espace. Et puis derrière, on donne un règlement d'utilisation de cet espace, c'est-à-dire que pour monter les animaux, il y a un droit de package,
ils ont des quartiers définis où ils vont pâturer, où ils vont passer certains moments de l'été à tel endroit, puis ça change au fur et à mesure que le temps change, que l'été passe, et bien on déplace les troupeaux, et tout ça, c'est codifié souvent de manière orale, mais ça reste dans les mœurs de manière traditionnelle, et ça obéit à un cycle, à un fonctionnement qui est préétabli, quoi. Et ça, c'est des règles qui sont imposées pour qu'il y ait une bonne entente sur l'estive, entre autres. Des règles de bon sens par rapport au relief, des règles administratives pour dire ce territoire appartient à telle commune, à tel groupement pastoraux, et les bêtes doivent rester sur telle et telle zone. Elles ne peuvent pas aller là où elles veulent, comme elles veulent. On est agréé centre de formation à la maison du pastoralisme, donc on intervient davantage sur les éleveurs, mais c'est vrai qu'on espère plus tard, en lisant le tourisme, par des projections, par des animations de sensibilisation, on explique un petit peu voilà, le comportement que doit avoir le touriste, ce qu'est le pastoralisme, pour mieux, quand il traverse un col, pourquoi il y a des vaches au milieu de la route, et tout ça on l'explique, qu'elles sont chez elles, voilà, il faut respecter un peu leur liberté et leur lieu de vie pendant leurs vacances d'été, on va dire. Le tourisme et le pastoralisme sont complémentaires. On essaie de faire passer certains messages. Vous venez les découvrir à la maison du pastoralisme. C'est tout simplement du bon sens, de la logique. Voilà, il ne faut pas avoir laissé son chien en liberté à proximité du troupeau pour pas qu'il leur court après. Si un animal vient de naître, ne pas aller le toucher, puisque sa mère a quand même l'instinct de défense et va le protéger. Et puis quand on passe à proximité d'un troupeau, le respecter, tout simplement, ne pas l'effrayer, ne pas s'en amuser. Ce pas des bêtes de foire, quoi. Ce sont des animaux domestiques, mais bon, garder ses distances. Voilà, c'est des règles de bon sens, tout simplement, j'ai envie de dire. Après, on peut en énumérer toute une liste, on a des panneaux qui l'expliquent, mais si on fait preuve de bon sens, tout fonctionnera bien en liaison avec la nature, voilà, tout simplement. C'est le travail aussi des guides de haute montagne, d'accompagner, de sensibiliser. Le parc national fait ça. Donc ça se fait. Après, bon, c'est sûr que c'est un espace libre, les gens ils montent à leur gré. Et moi, je pense qu'il faut laisser cette liberté en montagne. Et puis c'est sympa aussi que le touriste aille côtoyer le berger, qu'il y ait un échange qui se fasse. Donc voilà. Le pastoralisme, c'est une activité vivante, c'est une activité, on va dire, elle évolue avec le temps. On ne travaille plus comme on travaillait il y a 20 ans, il y a 50 ans. Donc non, il faut que ça soit une activité moderne, certes avec le respect des traditions, avec toutes les notions qui vont derrière d'élevage et de techniques d'élevage, mais il faut que ça reste un métier moderne et qu'on le fasse évoluer dans ce sens, quoi. On peut pas travailler comme on travaillait il y a 30 ans pour des notions de rentabilité, et puis parce que les choses elles évoluent. On voit aujourd'hui l'utilisation du téléphone portable, l'utilisation de l'électricité, la modernisation des cabanes, les aménagements pastoraux font que voilà, on est sur d'autres conditions de travail, et j'ai envie de dire presque heureusement, quoi. Qu'on fait évoluer le pastoralisme au même titre que la société évolue. C'est sûr que voilà, enfin, vivre de l'activité pastorale aujourd'hui, c'est compliqué, notamment avec tous les problèmes de foncier que l'on retrouve, etc. Donc il n'y a pas que la maison du pastoralisme qui intervient sur ces questions techniques. Il y a la chambre d'agriculture, il y a les centres il y a les cellules pastorales départementales, il y a plein de strates, on va dire, techniques et technocrates qui s'occupe du pastoralisme et qui s'en occupe bien. Le zone du pastoralisme, eh bien, c'est vrai, des fois pour faire le lien avec le tourisme, avec le patrimoine, et un petit peu peut-être essayer d'être innovante sur des terrains d'expérimentation, sur des projets un peu qui changent un petit peu, on va dire, et qui se préoccupent du développement durable, de pratiques et de gestion durable. Avec toujours le souci d'avoir une entrée économique pour avoir de la rentabilité derrière, pour pouvoir vivre de cette activité. Donc c'est vrai qu'on est obligé de réfléchir à la valorisation des produits, comment on les fabrique, et voilà, avec une image montagne, on va dire, qui est séduisante. Donc il faut essayer de mêler un peu tout ça, et c'est vrai qu'on s'y attache. Mais comme je vous dis, il n'y a pas que la maison non plus du pastoralisme. Donc des fois c'est bien, on travaille en complémentarité avec tous ces autres organismes. Le plus important, le conseil régional qui nous aide à travers l'agence régionale pour l'environnement, les chambres agricoles, bien sûr, qui sont incontournables sur le paysage technique et financier, et après par l'intermédiaire de programmes européens, quoi. On arrive à avoir quelques subventions pour essayer de faire évoluer cette activité et la maintenir dans nos vallées, dans nos belles vallées pyrénéennes. Et l'esprit du pastoralisme, on va dire qu'inévitablement, il a dû évoluer avec les contraintes et les avantages que propose la société aujourd'hui. L'activité, elle a perdu en termes de main-d'œuvre, mais par la mécanisation, elle a dû connaître d'autres pratiques, d'autres
a connu le changement et la modernité. Donc voilà, il a fallu l'appliquer à la tradition, aux manières traditionnelles de travailler. Donc oui, alors c'est le côté un peu plus philosophique du pastoralisme, effectivement. Il y a un lien fort qui unit la nature, la bête et l'homme, quoi. Ça, voilà, s'il n'y a pas une alchimie entre les trois, que cette passion elle n'est pas partagée, elle n'est pas forte chez l'éleveur, ça ne sert à rien de faire ce métier. C'est un travail peut-être fastidieux de tous les instants, c'est 7 jours sur 7, 24 sur 24, j'ai envie de dire. Mais voilà, derrière, il y a un retour tellement important sur l'homme, sur la qualité de vie, qui fait que voilà, on passe au-delà de ces contraintes et on fait ce métier par amour, quoi. Les contraintes, c'est le relief, la difficulté du travail, la pente, quoi. Serait-ce que pour faire du foin sur des petites parcelles pentues, c'est de l'énergie, c'est de la sueur, c'est du labeur assez long. Et puis après, voilà, aller se voir tous les jours les bêtes en estive, les soigner quand elles sont malades, les faire accoucher, etc. Et c'est du temps, et pas forcément simple à gérer au quotidien. Et puis l'hiver, c'est l'entretien du troupeau au quotidien, les joies d'avoir un joli troupeau, de donner naissance, de nourrir la population, d'entretenir le paysage, et puis voilà, d'évoluer au quotidien dans un environnement qui plaît, quoi. Le peu que je connaisse, ils ne voyagent pas. Ils voyagent dans les Pyrénées, ils voyagent autour de chez eux, et tous les jours c'est un nouveau voyage, puisqu'ils découvrent de nouvelles choses tous les jours. Bon, après, le métier a évolué, on arrive à prendre des vacances, les gens sortent, ont envie de connaître aussi des espaces nouveaux, ça c'est sûr. Donc ça peut-être évolué aussi dans ce sens-là, que l'éleveur aujourd'hui, il a une vision un peu plus large que ça valait. C'est un métier pragmatique où il faut avoir les pieds sur terre si on veut bien le faire. Après, les idées reçues, c'est le berger, c'est un travail idyllique, il se balade dans la montagne, alors que derrière, quand il fait mauvais temps, qu'il faut marcher 8 heures pour rassembler son troupeau, qu'il faut le soigner, et tout ça, on n'en a pas forcément conscience. Derrière, l'utilisation du troupeau sur l'estive, elle est primordiale pour entretenir des paysages ouverts, pour diminuer les risques d'incendie, d'avalanche l'hiver. Je veux dire, si on n'a pas des vaches et des brebis qui montent sur la station de ski, on n'a pas de ski l'hiver. L'entretien des pentes, voilà, c'est primordial pour le tourisme. Donc tourisme hivernal, tourisme d'été. Donc tout ça, il faut l'expliquer, il faut faire comprendre au grand public quels sont les enjeux d'une telle activité, l'impact qu'a le pastoralisme aujourd'hui sur la montagne et sur la société montagnarde. Et puis après, derrière, toujours essayer d'innover, d'accompagner et d'aménager harmonieusement le territoire entre tous les utilisateurs qui utilisent ce même espace. Après, voilà, tout dépend qu'est-ce qu'on veut faire, quels sont les objectifs qu'on veut atteindre. Mais on voit qu'avec le tourisme, la montagne elle est capable d'évoluer à vitesse grand V, il n'y a qu'à voir l'aménagement des stations de ski. Et elle va peut-être un peu moins vite sur les aménagements pastoraux, voilà, pour faire le parallèle. Mais on a pris conscience que voilà, la montagne c'était un espace qu'il fallait utiliser judicieusement et qu'il fallait que l'homme y intervienne, mais on donne des cadres, on le définit et par des politiques territoriales, publiques, on verra ce que ça donne par la suite. Ne serait-ce que par la réforme de la PAC, et puis comment arriver à maintenir les éleveurs, comment en installer de nouveaux, toujours au mieux valoriser ce travail, valoriser le métier de berger, de vacher et de l'éleveur, quoi. Alors est-ce qu'il faudra l'associer forcément au tourisme? Est-ce qu'il faudra essayer de trouver des nouveaux moyens pour qu'il soit rentable maximum, plus qu'il n'est aujourd'hui peut-être, j'ai envie de dire, voilà. Et puis toujours réfléchir à de l'innovation pour rendre le métier plus agréable, plus attractif. Oh, qu'est-ce qui manque des fois, on n'a pas une vision peut-être globale où on arrive à superposer tous les utilisateurs de cet espace, quoi. Pastoralisme, tourisme, il y en a qui savent très bien valoriser leurs produits, qui savent très bien les transformer, et d'autres qui mettent un peu plus de temps à vouloir le faire, à savoir le faire. On est plus sur des changements de mentalité de toute la société que réellement sur des questions de pastoralisme. C'est qu'est-ce que je consomme, d'où ça vient, est-ce qu'il ne faut pas privilégier, on va dire, la consommation locale. Effectivement, peut-être aussi à partir de la commercialisation, réduire un peu peut-être les profits pour que ce soit accessible à tous et qu'on vive
On vit dans une société un peu plus idyllique avec chacun qui trouve son intérêt à produire, à transformer, à commercialiser et à acheter, à consommer. Bon, là, c'est des changements plus vastes que celui du pastoralisme. C'est des changements de société, des changements de mentalité. Oh, il faut toujours être optimiste. Il y a des pistes de travail qui vont dans ce sens-là. Valorisation des produits par les circuits courts, adapter à de nouvelles pratiques plus durables pour la gestion de ces espaces. Donc après, c'est une volonté commune de développer, d'innover et d'apporter ce changement. Alors, est-ce qu'il faut, à quelle vitesse, est-ce qu'il faut vraiment l'apporter? Là, moi, je suis pas apte à répondre. Petit espace vitrine pour expliquer, on va dire, ce qu'est l'activité pastorale au grand public. Donc depuis 4 ans qu'on est ouvert, on a mis un certain nombre de projets en relation avec le territoire pour développer et l'aménager. En l'occurrence, on a monté avec l'association des producteurs d'Oran-Louron, un espace vitrine aussi, des produits que réalisent nos chers éleveurs et producteurs. Donc un peu de fromage, du pâté, on a du miel, on a des produits un peu plus originaux comme la soupe à l'ortie de montagne, curry de mouton à l'ortie, le traditionnel gâteau des Pyrénées. Il y a un tas d'autres choses comme la garbure à découvrir. Fromage de brebis de Monsieur Porte, qui est un producteur à Reims, le village juste en face, et un peu de fromage de vache de Madame Péfontan, la locale de l'étape, qui a sa fromagerie juste au-dessus du village. Donc voilà, au-delà de la découverte de nos produits régionaux, ensuite au niveau de l'espace muséographique, il y a un petit parcours à travers différents étages de la maison qui vous présente un petit peu les enjeux économiques, sociaux, environnementaux liés à ces pratiques d'élevage extensive en zone de montagne.